Sejam bem-vindos à conferência bem-vindos e bem-vindas à conferência de encerramento Desafios da Educação na Sociedade Contemporânea, pela professora Christine Voller, do Conservatório Nacional das Artes e Ofícios. A presidir esta conferência está a nossa colega, co-presidente da AFIRSE, Frédéric Rebé-Serreni, a quem muito agradecemos. A professora Carmen já disse à nossa colega Frédéric que eu traduzirei farei as perguntas que estiverem feitas em português para que possa ser mais rápido e a possa ajudar. E se puder prestar mais alguma ajuda, diga também. Passo-lhe a palavra, então, Frederico. Obrigada. Très bien. Donc, pour cette dernière conférence de clôture du colloque de la FIRSE portugaise sur l'éducation tout au long de la vie, nous accueillons notre collègue Christiane Voller, qui est philosophe, chercheur associé au Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM. Elle est membre du programme Non-lieu de l'exil à l'École des hautes études en sciences sociales, Institut de recherche migration, et membre de la rédaction de la revue Chimère. Ces derniers ouvrages parus sont Pour une philosophie de terrain aux éditions Créafis en 2017 et Un archipel des solidarités, Grèce 2017-2020, en collaboration avec le photographe Philippe Bazin aux éditions Locaux, donc en 2020. Vous avez donc la parole maintenant pour nous parler des défis. Merci beaucoup et merci de cette invitation qui m'honore réellement. Et donc, je vais vous parler effectivement de ces quelques défis de l'éducation en contexte contemporain, en combinant à la fois des éléments, disons, de réflexion théorique, mais aussi des éléments de terrain en regard du travail effectivement que je mène de philosophie de terrain, qui associe donc la dimension théorique à la dimension en particulier des entretiens. Donc, ça se fera en 4 points. Dans un premier temps, j'aborderai les contradictions du système éducatif et ses effets de double langage. Dans un deuxième temps, le procès de l'éducation par l'immigration. Dans un troisième temps, la réappropriation de l'histoire comme travail. Et dans un quatrième temps, la charge polémique et subversive du processus éducatif. Alors, j'ai calculé les choses dans la mesure du possible pour tenir le temps effectivement qui m'était imparti. Si jamais vous vous rendiez compte que dans le mouvement de la parole je déborde, n'hésitez pas surtout à m'arrêter et à me le dire et à me le signaler. Voilà, merci d'avance. Donc le paradoxe du processus éducatif et son défi fondateur à tous les âges de la vie est qu'il vise à la reproduction sociale tout en reconnaissant la nécessité d'un renouveau supposé par la transmission intergénérationnelle elle-même. Mais cette nécessité du renouveau se manifeste aussi dans l'écart entre les attendus égalitaires d'un système éducatif tel qu'il se légitime et la réalité inégalitaire de son fonctionnement. Elle se manifeste enfin dans tout ce qui travaille, indépendamment du système éducatif, à toutes les formes d'une éducation populaire. Je m'interromps une minute en espérant que mon débit n'est pas trop rapide pour les traductrices, mais qu'elles me le signalent aussi, si jamais c'était le cas. Il est donc clair qu'un tel projet, par son ampleur même et ses propres contradictions, suppose pour chaque sujet une pluralité d'intervenants autant qu'un conflit d'interventions antagonistes. Et c'est du conflit même de ces interventions que se nourrit tout processus d'éducation. La genèse éducative n'a rien de linéaire, et pour cette raison même, elle s'oppose à la linéarité biologique autant qu'aux injonctions parentales originelles. L'éducation n'est pas un développement continu, mais une suite de ruptures, souvent violentes, qui échappent précisément à la volonté éducatrice de chacun des acteurs de ces ruptures. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas se réduire à ces procédés rectilignes que Foucault désignait comme orthopédie et dont son œuvre même tend, en montrant la généalogie, à briser la légitimité. Dans le contexte de la philosophie des Lumières,
Rousseau affirmait dans le contrat social que la loi est éducatrice, ce qui signifie que le concept d'éducation est avant tout un concept politique et sociétal, comme le dit dans de nombreux pays l'existence d'un ministère de l'éducation nationale. Or, tout processus éducatif réel tend à la fois à désirer et à briser la fiction d'un monopole éducatif. L'éducation scolaire, puis la formation technique ou académique, brisent le monopole de l'éducation familiale, comme les réseaux d'Internet brisent à leur tour le monopole de l'éducation scolaire et de la formation, tout comme les affiliations affectives, sociales ou militantes briseront à leur tour le monopole virtuel de l'Internet. Il est donc impossible de concevoir un processus éducatif indépendamment de la variété des contextes sociaux qui le contraignent et en font un nœud d'antagonisme. Le défi essentiel qu'on devra alors affronter, parce qu'il est un creuset de ces antagonismes, sera celui des inégalités de classe et de territoire. Et c'est celui-ci que, dans la perspective d'une problématique d'émancipation, et en partie autour d'un travail de philosophie de terrain, je souhaite ici développer en conclusion de ce colloque. Donc, premier point, dans les contradictions du système éducatif, les effets du double langage. Et d'abord, l'écart entre normes et réalité. Qu'éduquer soit à la fois la visée, qui singularise chaque individu pour en faire un sujet, et celle qui remplit le programme d'une réponse à la nécessité sociale et collective, est déjà un paradoxe essentiel du processus éducatif. Déjà, s'imprégner de sa propre langue maternelle, c'est entrer dans l'appartenance à un commun, dans le temps même et par les moyens par lesquels on construit sa propre intériorité. Mais en outre, l'appartenance à un commun, l'intégration sociale au sein d'un État, ne se fait pas au sein d'une unité, mais au sein d'une source permanente de conflits et de rapports de pouvoir. Une société n'est pas le lieu fictif de l'intérêt général, mais le lieu réel de rapports de classe et d'effets de domination au sein desquels s'inscrit déjà le processus éducatif. Dans cette dynamique permanente, où aucune position ne peut être essentialisée, à quelles finalités multiples vont répondre les différentes instances éducatives, et plus particulièrement celles qui structurent un dispositif institutionnel d'éducation nationale. Ces contradictions, je vais en prendre l'exemple dans le système éducatif français à partir d'un travail de philosophie de terrain mené en 2019 en banlieue nord de Paris, à Stein. Là, un groupe de femmes décide d'organiser des états généraux de l'éducation dans les quartiers populaires. C'est la 3e année consécutive que ces états généraux ont lieu. Ils se sont faits d'abord à Montpellier, puis à Créteil. Ce que ces femmes constatent de fait, c'est que l'organisation de l'école publique, dans le primaire comme dans le secondaire, ne répond pas aux exigences posées dans les fondamentaux du ministère qui en a la charge. Ce constat peut être fait à tous les niveaux du système éducatif. Mais elles se rendent compte que l'écart entre la norme posée et la réalité du fonctionnement est infiniment plus profond dans les lieux qu'elles habitent et qui sont les banlieues des grandes villes. La question de l'éducation leur apparaît donc déjà problématisable à partir de son ancrage territorial, et c'est des problématiques spécifiques au territoire sur lesquelles elles se trouvent et dont elles expérimentent chaque jour les insuffisances en termes de dotation, qu'elles vont partir. Or, cette réflexion sur l'éducation suppose elle-même une mise en abîme du processus éducatif. Élaborer une pensée critique sur le système éducatif nécessite aussi de s'éduquer soi-même à l'analyse pour utiliser plus efficacement les données de sa propre expérience. Ainsi, ma relation avec ce groupe devient-elle un véritable échange de savoir, en échange de la transmission de leur expérience dont j'ai besoin pour mon propre travail. Je leur propose une éducation à la lecture des textes qui pourront leur servir
à argumenter cette expérience, à en faire un objet d'analyse et de partage. Parallèlement, se fera aussi une éducation à l'image par le photographe Philippe Bazin et un atelier d'écriture par la journaliste Marina da Silva, le tout coordonné par la médiatrice Zouina Medour, militante du mouvement d'immigration et des banlieues. Maintenant, un concept du double langage croisant terrain et théorie. C'est donc en travaillant les textes de la philosophe Hannah Arendt et du sociologue Abdelmalek Sayad que les femmes de Stein vont construire un concept leur permettant de ressaisir les griefs qu'elles éprouvent à l'égard d'un système éducatif qui ne cesse de décevoir leurs attentes, de reconnaissance pour elles-mêmes et de progrès pour leurs enfants. Ce concept est celui de double langage. La duplicité du pouvoir se lit ainsi dans l'écart entre les textes qui établissent le fonctionnement républicain de l'école et la réalité des discriminations qui s'y font jour et s'en nourrissent. Mais ce double langage est lui-même inscrit dans l'histoire du peuplement des quartiers où elles vivent, ainsi que dans leur propre statut et celui de leur famille au sein de ce peuplement. Dans le même temps où se tient le discours républicain de l'égalité et de la fraternité, se vit au quotidien l'expérience de la discrimination pour une population dont une large part a pourtant acquis la nationalité française. Il est difficile, en effet, de combattre des discriminations réelles si la législation est supposée les interdire, dans le temps même où elle les tolère et permet leur reproduction. Pierre Bourdieu écrivait, dans le texte d'une conférence de 1989, donc je le cite, « Je voudrais évoquer aujourd'hui les mécanismes extrêmement complexes à travers lesquels l'institution scolaire contribue, j'insiste sur ce mot, à reproduire la distribution du capital culturel et par là la structure de l'espace social. » Ce concept de la reproduction des inégalités, appliqué à un système scolaire supposé permettre au contraire l'égalisation sociale, est au cœur des contradictions que Bourdieu désigne comme constitutives d'un ordre social républicain dont la devise égalitaire entre en conflit avec les nécessités de son fonctionnement hiérarchisé et dont les prétentions à la dynamique sociale sont antagonistes de son rôle stabilisateur de maintien de l'ordre. Bourdieu attribue aux dirigeants politiques, c'est-à-dire aux technocrates responsables des politiques de l'enseignement, ce rôle précisément d'associer le capital culturel, la manière dont l'accumulation des savoirs reconnus permet de négocier une position sociale, au capital économique et par là de figer une école réputée permettre l'ascension et le brassage social dans la fonction contraire de perpétuation des privilèges. Donc là, je cite Bourdieu, la même position se retrouve dans l'ambivalence des mêmes dirigeants à l'égard d'un système d'enseignement auquel ils doivent, sinon leur position, du moins l'autorité et la légitimité avec lesquelles ils l'occupent. Ils favorisent l'enseignement privé et soutiennent ou inspirent toutes les initiatives politiques visant à réduire l'autonomie de l'institution scolaire et la liberté du corps enseignant. Alors, je vais maintenant aborder le deuxième point, c'est-à-dire le procès de l'éducation par l'immigration. Et d'abord, du texte de Sayad à la représentation théâtrale. C'est dans cette perspective que Sayad comprend la dimension déceptive de l'école, pour ceux qui sont par excellence les représentants des groupes exposés à la précarité sociale, les habitants des quartiers populaires issus de l'immigration. En 1985, Sayad écrivait sa contribution à un rapport demandé par le ministère sur la scolarisation des enfants en migration. Mais, estimant n'avoir pas été entendu au sein de la commission chargée de rendre ce rapport, il en démissionnait avant même sa remise. On pouvait y lire, donc je le cite, « On s'en remet à l'école, bien sûr, pour l'instruction à donner à l'enfant, mais plus que cela, pour toute sa formation intellectuelle.
pour toute sa formation intellectuelle et morale, et sans doute pour son éducation plus que pour son instruction. C'est dire que les attentes à l'égard de l'école sont très grandes, voire démesurément grandes, et surtout qu'elles sont globales. Elles ne sont pas et ne peuvent pas être strictement scolaires, c'est-à-dire cognitives. Telles que les attentes que l'école sanctionne par ses propres moyens, ses verdicts, examens et diplômes. Elles sont aussi solidairement sociales, morales. Parce que l'école ne répond pas à ces attentes, la déception qui s'ensuit se mue en accusation, ou plus exactement, elle ne peut s'exprimer que sous forme d'accusation et en termes d'accusation. Fin de citation. La force de Sayad est d'entendre ce que recouvre cette accusation. C'est ce qu'il appelle le procès de l'école au regard des immigrés, inversant de façon subversive la position du jugement scolaire pour mettre au contraire les populations réputées subalternes et systématiquement objets de jugements discriminants en position de sujet et de procureur. Il écrit, donc je le cite, « Pour avoir beaucoup enquêté auprès des familles immigrées, surtout algériennes, sur l'état de la scolarisation de leurs enfants, j'ai appris à ma grande surprise que les immigrés font à l'école française un procès extrêmement sévère, mais un procès silencieux, qu'ils n'ont l'occasion de formuler qu'en aparté, entre partenaires complices, c'est-à-dire soumis au même traitement par l'école. Aussi pénible que soit l'accusation qu'ils portent de la sorte contre l'école, on ne peut ignorer qu'elle soit taxée de racisme. Il est encore plus triste de constater que cette accusation n'est pas toujours, malheureusement, dénuée de tout fondement. Non seulement elle correspond à la perception subjective que les immigrés ont du traitement sélectif, traitement qu'ils diraient discriminatoire s'ils pouvaient le qualifier, que l'école réserve à leurs enfants, et toujours au détriment de ces derniers, mais c'est souvent aussi que cette perception est confirmée ça et là par maintes expériences. La lecture du texte de Sayad va être ici déterminante. Le groupe des femmes de Stein va se réapproprier l'idée du procès pour en faire l'objet d'une représentation théâtrale. Et là, avec l'appui d'une metteur en scène et de 3 comédiens, elles vont, dans le déroulement des États généraux de l'éducation, en novembre 2019, jouer cette pièce dont elles ont écrit ensemble le texte, philosophie et d'écriture. Ce travail va permettre de sortir des griefs particuliers portés contre les enseignants ou les représentants administratifs ou éducatifs avec lesquels elles sont en relation, pour analyser la dimension structurelle des défaillances du système ou de ce qui le rend hostile. L'analyse se fera à 2 niveaux, celui du double langage du système éducatif et celui de sa mise en perspective historique concernant en particulier le rapport à l'immigration dans sa dimension postcoloniale. Point suivant, des pouvoirs entre filiation révolutionnaire et filiation réactionnaire. L'histoire de l'école en France depuis le 19e siècle est en effet, c'est ce qu'elles vont découvrir, construite sur le double langage parce que c'est une double histoire issue d'un double héritage. Celui de la Révolution française, revendiquant d'alphabétiser le peuple et de l'éclairer pour qu'il puisse jouer un rôle politique, et celui de la montée au pouvoir des classes bourgeoises issues d'une contre-révolution. En 1871, c'est par les Républicains que l'insurrection populaire de la Commune de Paris est noyée dans le sang. Il y a exactement, donc 1871, vous pouvez faire cette année l'anniversaire. Celui qui co-organise la répression est Jules Ferry, maire de Paris. Mais 10 ans plus tard, ministre, il est aussi le fondateur de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Jules Ferry veut l'alphabétisation des masses, mais c'est pour les instruire dans le respect des hiérarchies et des inégalités. Et dans le même temps où il fonde cette école publique, il est un ardent promoteur de la nouvelle entreprise coloniale française suite à l'abolition de l'esclavage. Le racisme, qui prend sa pleine expansion au XIXe siècle,
se fonde d'abord sur cette nécessité culturelle de rendre naturellement, c'est-à-dire biologiquement, inférieur ce qu'on veut exploiter économiquement. Toutes ces torsions successives d'une république anti-monarchiste, mais anti-égalitaire, d'une éducation accessible à tous, mais fondant les hiérarchies, d'un universalisme des droits de l'homme qui conduit à les bafouer et instaure les discriminations, d'une abolition de l'esclavage qui donne lieu à de nouveaux modes d'exploitation du travail, sont au cœur du double langage des politiques de l'éducation. Défendre l'école publique, c'est donc au final la défendre aussi contre ses propres inventeurs et contre le mythe de son sens unique. C'est retourner contre leur affichage égalitaire les effets des textes dont les pouvoirs se servent actuellement pour aggraver les inégalités. C'est rendre à l'idée d'égalité son sens réel à l'encontre des perversions d'un double langage qui tend toujours à la neutraliser. Ce travail conduira à interroger le concept même de discrimination positive à l'origine de la création des zones d'éducation prioritaire dont font partie ces femmes des quartiers populaires et qui sont supposées bénéficier de financements spécifiques eu égard à des populations réputées plus difficiles. Discrimination positive est en effet une contradiction dans les termes, puisque discriminer, c'est produire de la division et de l'inégalité. Aucun de ces mots n'est connoté positivement et ils sont dévalorisants. Comment va-t-on donc les positiver? En produisant en surface un semblant d'égalisation, là où demeure en profondeur l'inégalité. On pallie les effets, mais on ne touche pas aux causes qui demeurent structurelles. Défendre des mesures simplement palliatives s'avère donc très ambigu, à la fois nécessaire, puisque lorsqu'elles sont menacées, on perd des droits, et c'est un recul social, et pervers, puisqu'en les défendant, on admet l'inégalité originelle, on risque de la légitimer, et on paraît renoncer à la contester. La défense des acquis liés à la discrimination positive est donc tiraillée entre deux exigences contradictoires. L'une est de promouvoir un droit commun, identique pour tous. L'autre est de tenter d'améliorer en surface des conditions produites par une inégalité réelle qu'on contribue implicitement à maintenir en profondeur. Car au niveau de l'école, une discrimination réelle existe, puisque les quartiers réputés populaires sont beaucoup moins dotés en termes de moyens que les quartiers peuplés des classes originellement favorisées. C'est sur cette discrimination-là, qui n'a rien de positif mais relève de la ségrégation, qu'il faudra d'abord mettre l'accent pour défendre un droit à l'égalité en termes d'éducation. L'ensemble de ces réflexions, auxquelles a mené le travail commun à partir des expériences et des textes, sera porté symboliquement et réellement sur le devant de la scène. Et quand la pièce de théâtre, organisée par ces femmes, s'achèvera sous un tonnerre d'applaudissements, ce sera une explosion d'émotions. La conviction d'avoir pu enfin porter dans l'espace public ce procès, jusque-là, comme l'écrivait Sayad, silencieux. Une parole s'est libérée, et c'est ce processus d'émancipation que doit viser, aux yeux de ces femmes, toute ambition éducatrice. Kant l'écrivait, à la fin du XVIIIe siècle, dans ses réflexions sur l'éducation, je le cite, « L'homme peut ou bien être simplement dressé, dirigé, mécaniquement instruit, ou bien être réellement éclairé. » Si l'instruction est nécessaire, la lumière est ce qui fait de cette instruction un ferment de réflexion critique et d'émotion, et de la transmission elle-même un facteur de métamorphose individuelle et collective. La convergence entre le récit d'expérience de ces femmes, la réflexion qu'elles en tirent et les munitions intellectuelles que nous pouvons fournir à leur analyse va produire le cocktail explosif d'une conscientisation collective. Troisième point, la réappropriation de l'histoire comme travail. Et d'abord, l'histoire retournée
par les présumés subalternes. On le voit par cette mise en abîme de la question de l'éducation. Tout processus d'émancipation passe par la nécessité de se réapproprier l'histoire, de la connaître, de faire le lien entre histoire privée et histoire publique, de rapporter des problématiques qui semblent familiales et locales aux effets de la grande histoire, mais aussi de soumettre la grande histoire à cette réappropriation populaire. C'est ce que propose l'historien américain Howard Zinn, dont je vous recommande vivement la lecture, en publiant Une histoire populaire des États-Unis, proposant par exemple, je le cite, l'histoire de la découverte de l'Amérique du point de vue des Arawaks, l'histoire de la Constitution du point de vue des esclaves, l'essor industriel à travers le regard d'une jeune femme des ateliers textiles de Lowell, la guerre hispano-américaine à travers celui des Cubains, la conquête des Philippines, telle qu'en témoignent les soldats noirs de Luzon, l'âge d'or par les fermiers du Sud, l'impérialisme américain de l'après-guerre par les péons de l'Amérique latine. Ce déplacement du point de vue est sans doute la condition pour ouvrir de nouvelles perspectives. Il permet d'échapper à la violence injonctive du double langage des pouvoirs, comme aux effets pervers de toutes les formes de déni politique. Dans la pensée spinoziste, ce n'est pas l'exercice d'une volonté ex nihilo qu'on se rend libre, ce n'est pas par l'exercice d'une volonté ex nihilo qu'on se rend libre, mais au contraire, par la reconnaissance des déterminants qui nous lient. Et cette idée est au cœur de sa pensée politique. Tout pouvoir sur soi, comme sur son groupe d'appartenance, s'exerce à partir d'un savoir de ce qui nous conditionne et structure les fondements de notre action. Pour les femmes de Stein, portant leur regard et axant leur perspective sur un système d'éducation publique, il était difficilement pensable que la figure de Jules Ferry, figure tutélaire à l'origine de l'accès à l'école pour tous, puisse être aussi celle d'un des fers de lance de l'entreprise coloniale dont leur histoire est ensanglantée et un fervent soutien de sa violence raciste. Mais elles savent qu'en tant que subissant en France le stigmate de l'immigration, elles sont précisément marquées de cette histoire coloniale, même pour celles qui sont nées sur le territoire français ou en ont acquis la nationalité. Faire le lien entre les deux visages de cette tête de Janus va donc avoir un véritable effet libérateur, leur permettant de mettre des mots et des noms sur des contradictions structurelles qu'elles n'avaient pas jusque-là les moyens techniques, les moyens historiques de désigner, alors qu'elles en saisissaient parfaitement les effets. Pour des groupes qui ont été trahis par les dirigeants de leur pays d'origine, au point de ne plus pouvoir y séjourner et d'être obligés de les quitter, il est bien difficile de se représenter pour ce qu'ils sont, les héritiers des luttes de leurs ascendants qui ont remporté les guerres de décolonisation. De fait, les vainqueurs des guerres de décolonisation sont bel et bien les vaincus de la guerre économique menée au niveau mondial qui conditionne l'explosion des processus migratoires. Mais se réapproprier l'histoire, c'est comprendre, dans l'infériorisation des personnes issues de ces exils, une véritable perversion politique, celle qui tend à nier cette victoire originelle de la seconde moitié du XXe siècle pour faire perdurer un racisme de fait que le droit pourtant prétend condamner. En ce sens, les vainqueurs de la guerre économique actuelle sont bien quelque part les vaincus d'une guerre symbolique, ne pouvant pas légitimement revendiquer les discriminations qu'ils mettent en œuvre. Le double langage lui-même n'est à cet égard rien d'autre qu'un aveu de faiblesse des pouvoirs. Maintenant, l'éducation comme exigence d'un effort. Éduquer, ce pourrait donc être ici transmettre cette double histoire d'une république construite à la fois dans la lutte contre les privilèges de l'Ancien Régime et dans les trahisons qui ont fait des États modernes des reproducteurs de privilèges. Le prisme colonial est à cet égard doublement éclairant, puisque, comme le montre l'historien Olivier Lecourt-Grandmaison, l'histoire coloniale fait doublement modèle de la production à la fois parce que la gestion policière des populations issues de l'immigration dans les quartiers populaires se situe dans la ligne d'une brutalisation coloniale qui fait retour sur les métropoles, et parce que la brutalisation coloniale elle-même
a pu être considéré comme un laboratoire de la répression des revendications sociales. Ce que montre la double intervention du fondateur de l'école publique dans l'écrasement du mouvement populaire de la Commune de Paris et dans son soutien à l'expansion d'un empire colonial. Transmettre l'histoire, c'est donc transmettre les éléments pour comprendre et saisir un processus en cours et participer ainsi à la question posée de façon réitérée par Michel Foucault, qu'est-ce que notre actualité? Mais c'est aussi, par même, se réapproprier un nous transculturel et transgénérationnel visant au partage d'un capital symbolique à l'encontre de sa partition. Or, cela suppose une exigence, car l'éducation n'est pas seulement une lutte contre l'amnésie ou le négationnisme mystique, c'est aussi une lutte contre l'inertie intellectuelle, la subjectivation à la soumission, ou ce que la Boétie appelait au XVIe siècle la servitude volontaire, est un processus anthropique. Une éducation émancipatrice ne peut Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on entend, mais il y avait quelquefois des coupures. Mais maintenant, on vous attend. Oui, il y a eu une petite coupure précédemment. D'accord. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, allez-y. Ok. Merci. Ok. Vous me laissez encore combien de temps? Je sais pas, il faut terminer à quelle heure, Carmen? Un quart d'heure? On ne vous entend pas, Carmen. Il faut terminer à 16h15. Donc, ça reste une demi-heure jusqu'au fin. Mais si vous pouvez profiter pour quelques questions, il faut finir peut-être à D'ici 15 minutes. D'ici 15 minutes. D'ici 15 minutes, c'est bien. Et après, il y a du temps pour échanger. Oui. D'ici 15 minutes. Oui. Ça vous convient? D'accord, c'est ce que je vais faire. Ok, merci. Oui, oui, ça me convient très bien. Oui, oui, tout à fait. Donc, une éducation émancipatrice ne peut donc reposer en aucun cas sur une forme d'imprégnation naturelle des savoirs, mais au contraire sur une lutte pour reconfigurer des sujets rendus passifs et les réactiver. C'est cette dynamique de réactivation et de revitalisation qu'on peut observer dans une classe où les regards s'éveillent sous l'effet de la conscience d'un effort et d'une découverte. Mais cette réactivation suppose un travail rigoureux de ceux qui veulent apprendre. Si elle relève bien de ce que Spinoza appelait l'effort de tout être pour persévérer dans l'être, c'est un effort devenu conscient et volontaire. Et le volontarisme du processus éducatif nécessite l'exercice, l'entraînement, l'affrontement aux difficultés, comme en suppose toute volonté de progresser. En ce sens, participer à une émancipation réciproque au sein des quartiers populaires, c'est bel et bien adopter l'inverse d'une position humanitaire qui les poserait en victimes d'un système à la marge duquel on viendrait les secourir. J'aborde donc maintenant mon quatrième et dernier point, la charge polémique et subversive d'un processus éducatif. Le concept d'éducation, qui fait l'unanimité sur sa nécessité, est pourtant porteur d'une puissante charge polémique, et le rôle des éducateurs lui-même est à la fois lesté, alourdi du poids de cette charge, et dynamisé, mobilisé par les contradictions qu'elle véhicule. Enseigner en quartier populaire, est-ce ainsi participer d'une volonté d'équité sociale ou d'une entreprise de discrimination? Exiger l'effort et le travail, est-ce s'inscrire dans une entreprise de pacification, au sens social ou colonial du terme, ou est-ce au contraire fournir les moyens et les armes intellectuelles pour une action revendicatrice? Ces moyens eux-mêmes peuvent-ils être acquis sur un court terme ou nécessitent-ils au contraire une formation de long terme? La formation des enseignants, leur milieu d'origine, la sélection dont ils ont eux-mêmes fait l'objet, sont-ils les moyens pour un pouvoir de s'assurer leur docilité, ou sont-ils susceptibles, au contraire, d'être retournés en outils critiques par ceux-là même qui en ont bénéficié?
Il me semble que c'est de cette subversion des critères de la docilité en outil critique que peut relever une intention d'émancipation. Et c'est d'elle aussi que relève du reste toute acculturation. C'est cette subversion qui peut permettre que les processus de subjectivation, tels que les décrit Michel Foucault, ne participent pas nécessairement des dispositifs d'assujettissement. Une expérience m'en a été donnée en Angola, où faisant un terrain comme infirmière, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières dans le maquis de guérilla de l'UNITA. Maquis dont le paradoxe était à la fois d'être soutenu par les USA et l'Afrique du Sud de l'apartheid dans les dernières années de la guerre froide, juste avant la chute des blocs, et d'être dirigé par Jonas Savimbi, formé lui-même dans la Chine maoïste et les guerres de décolonisation. Lors de cette expérience autour de Jamba, dans le sud-est du pays, en 1986, je sortais de 4 formations différentes, 2 formations intellectuelles, en philosophie et en littérature comparée, et 2 formations médicales, un diplôme d'infirmière et un diplôme de médecine tropicale. Or, dans un contexte pourtant contraignant, ce terrain a été de fait une authentique expérience d'échange des savoirs durant les 4 mois qu'a duré la mission entre la jeune soignante fraîchement diplômée que j'étais, qui venait d'acquérir les éléments théoriques de la médecine en milieu tropical dont elle n'avait aucune pratique, et des cliniciens aguerris ayant une large expérience pratique de ce type de médecine dans les conditions les plus dures sans avoir eu le temps de la formation théorique. De part et d'autre, la soif de savoir était aussi intense que la reconnaissance du savoir de l'autre. Pour ma part, ayant à organiser cette formation dans un hôpital de campagne, je me sentais dans la position de ce que le philosophe Jacques Rancière appelle le maître ignorant. Chargé d'enseigner tous les soirs, après la journée de travail hospitalier, une discipline dont je n'avais pas la moindre expérience, et des pathologies, paludisme, parasitose, épidémie, qui n'avaient pas cours dans mon pays d'origine, situé sous d'autres latitudes et bénéficiant d'un système de santé nationalement structuré. De l'autre côté, mes étudiants avaient à la fois l'expérience de ces pathologies et une pratique de l'organisation des soins en milieu dangereux et difficile. Je n'avais eu par ailleurs en France que des responsabilités infirmières. Eux avaient des responsabilités de cliniciens en charge de l'établissement des diagnostics et de la prescription des traitements. Je leur offrais donc les éléments théoriques qui leur permettaient de ressaisir et de synthétiser leurs pratiques, et ils m'offraient l'apport inestimable et à mes yeux bien plus nécessaire de leur expérience de terrain. Et pourtant, c'était moi qui, dans le partage des tâches, était supposé être le maître, du fait seulement d'une position de surplomb humanitaire qui relevait tout simplement, sur un terrain décolonisé en pleine guerre civile, de la position du médecin colonial. Mais c'est précisément cette conscience de l'usurpation, cette conviction d'être déplacé sur un terrain dont j'étais supposé occuper le centre, qui permettait que l'échange ait lieu dans une forme de reconnaissance réciproque, subvertissant l'institution originelle du surplomb et la reproduction implicite du geste colonial pour les contredire par une pleine légitimation de la compétence de l'autre. Cette subversion peut faire modèle de bien des aspects de l'éducation populaire. J'en viens à la conclusion. Travaillant en Grèce de 2017 à 2020 avec le photographe Philippe Bazin sur la question des solidarités populaires face à des politiques économiques destructrices, je n'ai pas entendu seulement les soignants, les associations ouvrières, les mouvements de revendication écologique et les associations d'assistance matérielle, mais aussi les pédagogues engagés sur le terrain des luttes. Dans tous les cas, la volonté de solidarité engageait la conscience de l'intérêt commun qui liait les citoyens dans la pluralité de leurs âges et de leurs conditions, non seulement entre eux, mais aux personnes en situation de migration. Conscience d'une histoire qui devait être partagée en dépit de la diversité contradictoire des expériences, mais conscience aussi d'avoir à lutter contre les mêmes abus technocratiques. Conscience, ainsi, de constituer un archipel des solidarités, titre de l'ouvrage que nous en avons tiré. La question des échanges de savoir, de leur transmission, de la reconfiguration, s'est avérée liée à des problématiques historiques et politiques que nous ne soupçonnions pas au départ et dont la conscientisation s'est faite à partir des entretiens. Solliciter la parole est déjà, pour le chercheur, autant que pour son interlocuteur, un processus éducatif réciproque. Dans cette mesure, un regard critique porté sur les systèmes publics d'éducation ne doit pas seulement imposer les solutions alternatives d'une éducation populaire,
mais faire de ces projets eux-mêmes une nouvelle expertise dans la reconstruction d'une formation et d'une éducation publique digne de ce nom. Briser la fiction d'un monopole éducatif, c'est ainsi faire de ceux qui subissent les inégalités de classe et de territoire de véritables interlocuteurs dans un débat public sur les problématiques de l'éducation. Et c'est en même temps poser une exigence réciproque d'argumentation et de compétences, indissociable de la crédibilité des propositions. Cette entreprise commune est un travail nécessaire d'entre-éducation qui ne dispense en aucun cas de l'effort redoutable, indispensable à l'acquisition des savoirs, tant il ne saurait y avoir aucune naturalité possible, à quelque âge que ce soit, du processus éducatif. Voilà, je vous remercie d'avoir eu la patience et j'espère l'intérêt de m'écouter. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire tout à l'heure que les participants ont la possibilité de poser des questions dans la petite fenêtre en bas où il y a Q et R. Donc voilà, ne vous privez pas de poser des questions et elles seront retransmises, retraduites et les réponses aussi. Et ça, c'est comme ça. C'est bon, Carmen, là? Peut-être, du coup, pour laisser un peu le temps aux personnes de poser leurs questions, moi, j'en aurais une. Je trouve ça tout à fait passionnant ce que vous avez rapporté et la manière dont vos expériences de terrain se mettent en intelligence avec le travail philosophique, critique et de retournement, comme vous l'avez suggéré, et pour mettre le doigt sur les contradictions. Du coup, dans ce prolongement-là, j'avais une question à vous poser parce que ou alors j'ai décroché, mais qu'est-ce que vous avez appris du coup, vous, quand vous avez travaillé avec les femmes de Stein? Parce que j'ai bien compris en Afrique, j'ai bien compris en Grèce, mais avec les femmes de Stein, qui a été une expérience longue et variée, et, vous en avez découvert quelle vision du monde ou quel point du monde qui ne vous était pas apparu jusque-là? Ah, merci de cette question, parce qu'effectivement, eh bien, je me rends compte, en vous entendant, que je n'ai pas mentionné cet aspect. Or, il y a beaucoup en fait, de points m'ont été vraiment apportés par leur expertise. Bon, d'abord, évidemment, c'était un vécu de ce que moi, j'expérimentais aussi en tant qu'enseignante, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que en tant qu'enseignant, on est dans ce que j'ai appelé dans ce texte l'exigence. Il y a toujours une manière, finalement, presque de harceler nos interlocuteurs, nos élèves, nos étudiants, pour les pousser à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et cette sollicitation-là a quelque chose finalement aussi quelque part de violent, quelque chose de dur, d'exigeant. Or, face à ces femmes, je n'étais pas du tout dans cette position-là, j'étais plutôt dans la position d'apprendre la manière dont elles vivaient le processus éducatif. Par exemple, ce que j'ai appris, c'est que la chose qu'elles vivaient de la manière la plus tragique, c'était ce qu'elles appelaient l'absentéisme enseignant. Et elle disait, c'est insupportable, les enseignants sont jamais là pour nos enfants, ils sont absents, ils se permettent de s'absenter, c'est ni sanctionné, ni surveillé, ni rien du tout, et c'est une chose terrible. Et donc, je me suis rendu compte à quel point cela faisait véritablement traumatisme, parce que pour elles, c'était vraiment un véritable phénomène d'abandon, pas simplement d'abandon de poste, mais d'abandon de leurs enfants et d'abandon de ces populations. Donc, du coup, j'ai été obligée de réfléchir là-dessus parce que ma position n'était pas du tout celle de mettre en accusation le corps enseignant, absolument pas. Ma position était plutôt, bien au contraire, de tenter de voir ce qui se passait au niveau de l'institution et comment c'était ça qui avait provoqué effectivement cette désagrégation finalement de l'enseignement en quartier populaire. Et finalement, c'est en réfléchissant avec elle que on s'est demandé les unes et les autres, mais pourquoi cet absentéisme, en fait? Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas autant dans les beaux quartiers, par exemple? Voilà. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que cet absentéisme avait effectivement une origine structurelle, c'est-à-dire que les conditions même de l'enseignement devenaient de plus en plus impossibles pour ces enseignants, d'une part, mais d'autre part aussi qu'ils n'étaient pas issus des mêmes quartiers. Et que donc il y avait un véritable écart entre l'expérience qu'avaient les élèves ou leurs parents
et l'expérience initiale qu'avaient les enseignants dans leurs propres apprentissages, mais d'autre part aussi que la représentation qu'on leur donnait de ces quartiers était une représentation systématiquement dévalorisante et systématiquement donc inquiétante, qui ne prenait pas en compte en fait la réalité de la richesse réelle de ces quartiers. Donc ça, c'est vraiment en réfléchissant avec elle que j'ai compris cette qualité problématique particulière qui n'était pas l'abord que j'en avais auparavant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Hein. Oui, du coup, on retomberait sur une dimension de formation des enseignants qui prendraient les choses elles aussi à l'envers s'ils doivent aller enseigner dans ces quartiers-là. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'entends. Oui, et puis surtout que finalement le système scolaire et universitaire soit fait de telle sorte qu'il n'élimine pas progressivement les gens issus de ces quartiers. Oui, bien sûr. C'est bien ça le problème. Merci. Alors, dans la gestion des questions-réponses, là, comment on fait? Vous les lisez en direct ou vous souhaitez que je... Alors là, je ne sais pas où je dois les lire en direct. Dites-les-moi plutôt peut-être. Alors, je vais vous en donner donc la première. Face aux différentes inégalités dont vous avez parlé, que pensez-vous de la place des arts dans l'école? Ah, alors, merci aussi de me poser cette question parce que justement, mon travail porte sur les relations entre esthétique et politique, pour une très large part, et le travail de terrain que je mène se fait en grande partie en collaboration avec un photographe, donc, qui est Philippe Bazin, et avec qui on réfléchit sur les questions du rapport justement entre philosophie et esthétique. Alors, la place des arts en fait dans l'école, elle devrait être une place assez fondamentale, mais pas au sens où on apprend à faire des dessins, mais plutôt au sens aussi où on apprendrait ce qu'est une histoire de l'art et où on apprendrait ce que signifie justement cette problématique esthétique et ce que signifie la nécessité d'une prise de conscience esthétique des sujets. Parce que l'esthétique, c'est pas seulement l'art au sens produire des œuvres, c'est aussi la manière de se représenter à soi-même, de se représenter à d'autres et de poser la question de la représentation. Et là, il me semble que ces questionnements-là devraient être portés, mais de manière massive, à l'école d'ailleurs, autant qu'à l'université et dans la formation des chercheurs en sciences sociales, hein, où elle est très peu présente. Mais par ailleurs, dans les conditions où actuellement s'enseignent les arts plastiques à l'école, ces conditions sont totalement destructrices. C'est quand on demande à un enseignant en arts plastiques d'enseigner 1 heure par semaine à chaque classe, et des classes qui au départ n'y sont pas préparées, ça n'a aucun sens et ça transforme bien sûr l'espace scolaire en un espace de désagrégation totale de la transmission. Donc là, ce serait à revoir intégralement toute une conception du rapport de l'esthétique, effectivement, à la formation, non seulement des élèves, mais aussi des étudiants et des chercheurs. Alors, sur l'autre prise de parole, je ne vous suis d'aucun secours parce qu'elle est rédigée en portugais. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait un point d'interrogation. C'est peut-être juste un petit mot gentil, mais je ne peux pas me prononcer. Enfin, ça ressemble plutôt à un petit mot gentil. Carmen? Não é uma questão, não é uma questão, é um comentário a esta conferência. Eu posso ler, penso que a Cristiane gostará de saber. Maravilhosa a explanação ou a explicação de Cristiane Valère, de facto apaixonante poder ouvir as suas experiências. Um presente e uma inspiração. Muito grata. Merci. S'il y a d'autres questions, Christiane, j'aimerais vous poser peut-être une question. C'est, vous avez parlé du lieu, de l'importance de mettre dans le centre les personnes dans le processus éducatif. J'aimerais que vous puissiez expliciter un peu mieux comment vous pensez que ça pourrait marcher dans le futur, quel c'est le désirable pour ces centres-là, pour que l'éducateur puisse faire un processus émancipateur en mettant la personne dans le centre du processus, en lui donnant la possibilité de se former, d'apprendre
à partir d'une approche critique de leur contexte, avec une compréhension de la complexité des paradoxes et des défis de leur société, et aussi en lui permettant la reconnaissance de leur spécificité. Oui, alors effectivement, comment est-ce que ça pourrait se traduire concrètement? Moi, il y a déjà une condition. Les problèmes qui se posent essentiellement au niveau d'une éducation, en tout cas au niveau national, hein, ce sont des problèmes qui sont corrélatifs en fait d'un phénomène positif. Le phénomène positif, c'est l'accès de plus en plus de sujets, d'élèves à la possibilité effectivement d'éducation. Ça, c'est un aspect totalement positif. Mais ça se traduit par ce qu'on appelle la massification de l'enseignement. Et du coup, la démocratisation finit par entrer en contradiction avec la massification. Et je crois qu'il faut comprendre ce processus, mais vraiment paradoxal, là encore, pour pouvoir analyser les questions de l'éducation. C'est-à-dire que la massification n'est pas une démocratisation. La démocratisation consiste à donner accès au maximum, bien sûr, de sujets et à tous au processus éducatif. La massification consiste à les traiter comme une masse et donc à mettre face à eux, finalement, des enseignants complètement débordés et qui n'ont absolument pas les moyens, comme vous venez de le dire, Carmen, de mettre les élèves ou les étudiants au centre du processus éducatif. C'est impossible. Si vous avez 35 élèves par classe, c'est justement impossible. Donc, la solution, évidemment, c'est de faire de ce processus de massification un processus de démocratisation, c'est-à-dire de prendre en compte cette fois ce changement de paradigme du nombre d'élèves ou d'étudiants auxquels on a affaire et de leurs origines pour pouvoir cette fois former d'abord beaucoup plus d'enseignants, les former à une conscientisation des publics auxquels ils s'adressent, mais aussi les former à demeurer exigeants vis-à-vis de ces publics. J'ai enseigné moi-même en quartier populaire et j'ai cette expérience-là que si on renonce aux exigences éducatives, si on renonce à faire progresser des élèves, si on renonce à les faire travailler et j'allais dire à les contraindre au travail, on ne peut pas, absolument pas les faire progresser. C'est-à-dire que précisément cette démocratisation, elle s'accompagnera nécessairement de formes démagogiques, c'est-à-dire de renoncement à la qualité de la transmission, si elle ne s'accompagne pas de mesures, mais j'allais dire presque de mesures quantitatives, mais aussi qualitatives, qui soient prises dans la formation des enseignants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Carmen. Oui, merci beaucoup, Christiane. Terminamos? Não temos mais questões? Muito obrigada a ambas por este momento e obrigada a todos os que estiveram connosco. Chegámos ao fim do nosso 28º colóquio da AFIRSE Portugal. Muito obrigada a todos mais uma vez e, em particular, gostaríamos de agradecer à Presidente da AFIRSE Portugal, que tem sido incansável, e aproveito para lhe passar a palavra, Carmen. Merci beaucoup, Christiane et Frédéric, de votre participation. Je vais parler en portugais maintenant, la langue française. Bom, vamos então encerrar este 28º colóquio da AFIRSE Portugal sobre educação e idades da vida. Agradecemos a vossa presença e a vossa participação e eu gostava de uma forma muito grata dizer que encerramos com esta conferência magistral da Christiane Voller
Muito obrigada. Penso que foi uma conferência que nos coloca aqui face a elementos extremamente importantes para pensarmos a complexidade do processo educativo e a forma como o processo educativo se interliga com os desafios sociais da sociedade contemporânea. Esta conferência de encerramento, por um lado, permite-nos o encerramento dos trabalhos e da reflexão que temos vindo a fazer nestes 4 dias, mas também nos permite relançar já neste momento aquilo que nós esperamos que venha a ser o colóquio da AFIRS Portugal em 2022. E, portanto, gostaria de agradecer a todos a presença, a participação. Esperamos que este encontro, esperamos que ter ido de encontro às vossas expectativas e que o colóquio tenha sido, de facto, um momento muito importante de troca, de reflexão e de aprendizagem e que nos possa interpelar a todos nas práticas educativas e de investigação em educação. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os colegas conferencistas, aos colegas que presidiram as conferências, aos oradores e moderadores das mesas redondas. Agradecer também ao Instituto de Educação a parceria e o apoio que nos deu para a realização deste colóquio. Agradecer de uma forma muito significativa o apoio e empenho dos voluntários, que são estudantes do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. O vosso contributo foi muito importante para a gestão das sessões paralelas e também no apoio a outras tarefas do secretariado e por isso um agradecimento muito especial da comissão organizadora e da direção da AFIRS de Portugal, à Ana Rita Paulo, à Beatriz Mendes, à Beatriz Sequeira, à Biana Silva, à Cinderela Rodrigues, à Cláudia Esteves, à Constança Carneiro, ao Daniel Galvão, à Elsa Ferreira, à Yolanda Costa, ao Yuri Inocentes, Joana Fonseca, Margarida Louro, Maria das Neves, Maria Wilman, Mariana Alves, Mauro Costa, Pedro Rocha, Raquel Maia, Soraya Marques, Terezinha Smith e Tomás Francisco. A todos muito obrigada. Agradeço também, de uma forma muito especial, às tradutoras que tiveram aqui em mãos uma tarefa exigente, difícil, à Teresa Estrela e à Filomena Matos. Agradeço a dedicação da Ana Rita Faria no secretariado, que foi um trabalho fundamental para assegurarmos a qualidade do colóquio. Agradeço também aos meus colegas da comissão organizadora, ao Nuno Doroteia, ao Fernando Costa, à Joana Marques, à Joana Viana e ao Ruben Marreiros. Nós ainda estamos, portanto, já estamos a pensar no tema do próximo colóquio, em princípio será sobre educação e desafios da sociedade contemporânea, contributos de investigação. E, portanto, neste colóquio nós procuraremos dar enfoque aos temas das desigualdades, das injustiças, à crise climática, à crise sanitária, à crise económica, à crise social, aos problemas da sustentabilidade e que colocam em causa e que nos merecem uma reflexão sobre os nossos estilos de vida e a nossa forma de interagir uns com os outros e com o mundo, à questão dos radicalismos e, portanto, temos aqui muitas temáticas que nos parecem extremamente relevantes para debater no domínio das ciências da educação. Portanto, convidamos já a todos a uma participação ativa e um apoio na divulgação do nosso colóquio que será lançado nos próximos meses. A todos muito obrigada pela vossa participação e pela vossa atenção ao longo destes 4 dias. Muito obrigada a todos os colegas de vários países que estiveram aqui conosco a participar e que permitiram que este colóquio se concretizasse de acordo com aquilo que também nós gostaríamos que acontecesse. Muito obrigada a todos. Carmen, est-ce que vous me permettez d'ajouter un tout petit mot? Si. Oui. En tant que présidente de l'AFIR, c'est pour faire un peu le lien entre ce colloque que vous avez fait sur l'éducation tout au long de la vie et celui que vous projetez de faire l'année prochaine.
rappeler à tout le monde qu'il y aura le congrès de la FIRS en mai à Paris, qui portera sur la recherche en éducation dans le contexte de l'Anthropocène. Et il me semble que ça a à voir et avec celui que vous avez fait cette année et avec celui que vous projetez de faire l'année prochaine. Vous avez toutes les informations sur le site de la FIRS et voilà, si on peut retrousser nos manches tous ensemble pour savoir ce que peut être la recherche en éducation, formation, dans ce contexte qu'on a appelé Anthropocène, mais qu'on pourrait appeler Capitalocène dans le prolongement des propos de Christiane Voller. Voilà, vous êtes les bienvenus, on vous attend, on vous espère. Merci. Merci. Então, fechamos este colóquio da mesma forma que fechamos a sessão de abertura, com um momento assim bem português, um fado, para quem não... dois fados, na verdade. Para quem não esteve na sessão de abertura, quem nos vai cantar estes dois fados é o Walter Teixeira, que é formado em teatro pela Escola Profissional de Teatro de Cascais e trabalha como ator desde 2019, com diversas companhias. A música e, em particular, o fado foi sempre uma grande paixão para o Walter e em 2019 começou a pô-lo em prática, a cantar em várias casas de fado em Lisboa, nos bairros mais típicos, e cantou em casas de fado como a Adega Machado, a Tasca do Chico, o Corrido e mais recentemente o Boteco da Fá. E o Walter vai fechar este colóquio com dois fados que até para nós são surpresa. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que seja uma ótima forma de fechar o vosso colóquio. Espero que tenha sido bom. E pronto, vou começar com um fado chamado Sagrada Mentira, um poema do Domingos Gonçalves da Costa, no fado tradicional, um fado chamado Fado Alvito, escrito por Jaime Santos. Vamos então. Quando a vires, faz-me um favor, diz-lhe que nunca amei, que pode andar à vontade e que todo aquele amor que mentindo lhe jurei foi pura leviandade. E que todo aquele amor que mentindo lhe jurei foi pura leviandade. Diz-lhe mais que o meu sorriso, com que ela julgava preso o meu coração ao seu, muita vez me foi preciso para mascarar o desprezo que em minha alma viveu. Muita vez me foi preciso para mascarar o desprezo que em minha alma viveu. Mal ela voltou as costas, essa amiga, os olhos meus ficaram baços de pranto. Fiquei para ali de mãos postas, pedindo perdão a Deus por lhe ter mentido tanto. Fiquei para ali de mãos postas, pedindo perdão a Deus por lhe ter mentido tanto.
Muito obrigado, muito obrigado. Em seguida, vou cantar um fado que se chama Omnipotência, do Linhares Barbosa, o poeta, e é cantado no fado Pedro Rodrigues, que tem o nome do seu autor, Pedro Rodrigues. É um fado também que fala de amor. Fosse a lua toda minha, só minha propriedade, buscá-la ia às alturas, para te a dar inteirinha, embora que a humanidade ficasse toda às escuras. Para te a dar inteirinha, embora que a humanidade ficasse toda às escuras. Se num rápido segundo o sol também fosse meu, eu dava-te o sol também. A refé seria o mundo, mas o sol seria teu, só teu e de mais ninguém. A refé seria o mundo, mas o sol seria teu, só teu e de mais ninguém. Se as estrelas, todas elas, aquelas que vês brilhar, se fosse Deus quero e posso, eu ia arrancar estrelas, delas fazia um colar para te pôr ao pescoço. Eu ia arrancar estrelas, delas fazia um colar para te pôr ao pescoço. Depois disto, francamente, de te dar tanta grandeza, não me quisesses por fim. Transformava-te em serpente, porque então tinha a certeza que te enliavas em mim. Transformava-te em serpente, porque então tinha a certeza que te enliavas em mim. Uma bonita declaração de amor. Obrigada, Walter. Muito obrigado. Obrigado eu por este convite. Muito obrigada, mais uma vez. Ora, essa. Foi um prazer. Também nosso. Muito obrigada. Carmen, já está. Já está. Agora agradecemos a todos mais uma vez e desejamos muita saúde e cuidem-se. Sim. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Até para o ano, ou antes. Até para o ano. Até para o ano. Obrigada a todos.